Les meneurs, segment On prend le lead, épisode 5. Aujourd'hui, Vicky va venir nous parler d'une situation qui me captive, ou plutôt un phénomène qui me captive. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe le résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On divise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. Au fond, c'est des forceurs. Bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight, and they clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Bonsoir, bienvenue au meneur. On est en direct pour une très rare fois, mon cher Jeff. Très content de te jaser en ce jeudi 9 juillet 2026. Ouais, c'est vrai c'est rare qu'on fait du direct, ou plutôt on n'en fait pratiquement pas, mais là, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, on est tous prêts à 7 heures. Pourquoi pas faire du direct? Personne n'est avisé. C'est pas grave. On prend le lead pareil. Épisode 5, déjà, le bro. Puis, c'est encore un gros tabarnak de menu étoffé en ce jeudi soir live. Ouais, beaucoup de sujets chauds. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés dans l'actualité cette semaine. Puis, on avait un petit sujet qui nous parlait depuis quelques jours. On en parlait, puis on s'est dit, pourquoi pas en jaser avec Vicky? Ouais, exactement. Fait que là, tous ensemble, le trio, ou plutôt le duo, va jaser de l'importance du site capitaine. Hein, on va aller s'échauffer avec ça. Et là, le trio va s'amener pour le segment Phoenix 360. Puis Vicky va venir nous parler d'un phénomène qui me captive depuis longtemps. Kev. J'ai déjà eu des débats avec des personnes. On va y revenir. Puis on va closer ça avec nos deux pimentons. Ça va ressembler à ça, Kev, le show aujourd'hui, en ce jeudi. Puis, sais-tu quoi? Je ne sais même plus où est-ce qu'on l'ouvre, notre fameuse bière, mais j'ai le goût qu'on fasse le segment à la gabière drette là, puis Oui. enfin qu'on boive une bière pour de vrai. Oui, c'est rare qu'on tape le soir dernièrement, fait que je suis vraiment content d'aujourd'hui de boire ma petite IPA en fin de journée, après une journée de travail. Mais n'oubliez pas, toutes les occasions sont bonnes pour boire une lagabière sans alcool. C'est important de le dire, sans alcool. Moi, je prends la bière la plus rafraîchissante, l'une des bières les plus rafraîchissantes brassées par Lagabière, anciennement le trèfle noir de Rouen-Noranda, que Lagabière a acheté, et c'est eux qui brassent maintenant celle-là, une Ghost Buster, une Ghost sans alcool, puis elle a un goût de lime, de citron, elle est vraiment bonne. Une bière d'été, Kev, puis on est l'été, il fait chaud, on sue, puis c'est ça. Ben honnêtement, c'est même pas une bière sans alcool, c'est désalcoolisé, fait qu'il reste le petit, le petit quelque chose là, le petit quelque chose qui vient nous chercher. Là. Fait que c'est important de le préciser, désalcoolisé et non sans alcool. Tu as raison, excellent point, désalcoolisé, parce que la Gabiane nous a bien expliqué leur fonctionnement. Puis merci de remettre ça sur table, Kev. C'est très important. Mais là, je veux qu'on y aille s'échauffer avec notre bière
Ouais. Puis je veux qu'on y aille parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, Kev, de parler. Je veux qu'on parle de l'importance du C de capitaine pour une équipe de hockey, parce que, tu le sais, on est fan de grands capitaines, on aime le leadership, on aime les gars qui inspirent, j'aime les belles histoires dont on se souvient, dont on va parler, puis tout ça, ça me ramène vers le C de capitaine. Puis, avant d'amorcer toutes les popées qu'on va faire, là, je veux te parler d'une situation. Mon histoire chez l'ami Honda, là, mettons, en 2-3 minutes, je parle de l'ami Honda au hockey. Avant que je déménage sur la Rive-Sud, puis où je suis allé travailler pour dans les coulisses et couvrir les Voltigeurs de Drummondville, j'étais le capitaine du club de hockey, l'ami Honda, avec mon gros C brodé. Puis là, je dis, Chris, les gars, je pars, je déménage. Je voulais léguer mon C. Tu sais, nous autres, c'est du hockey social, là. Tu sais, on s'en fout des capitaines, des assistants, mais nous autres, tellement passionnés par le hockey, moi, mon équipe et moi, que j'ai légué le C. J'ai légué le C à mon chum Thierry Lambert, qui est un asti de vrai, puis c'était à lui que cette lettre de noblesse-là revenait. OK? Mais là, j'ai fini par revenir, genre à peu près 2 ans plus tard. Ben, Thierry Lambert m'a redonné le C parce qu'il dit « Hey, le gros, j'ai été ton remplaçant, mais cette lettre-là est tatouée. » Fait que, tu vois un peu l'importance dans ma vie du C de capitaine. Mes chums sont passionnés de hockey. Fait que c'est beaucoup pour moi, le C de capitaine. Puis aujourd'hui, je veux vraiment qu'on en parle, Kev, parce que, tu sais, dans le mois d'août, ça va être plus tranquille. On va sortir des textes sur les grands leaders de la Ligue nationale de hockey. Fait que j'ai dit, c'est le moment de parler du C de capitaine parce que c'est pas juste une lettre. C'est beaucoup plus qu'une lettre, être un capitaine d'une équipe de hockey, Kev. Oui, ça vient avec une responsabilité. Tu sais, même moi, j'ai été longtemps capitaine de mon équipe de hockey-ball. Puis honnêtement, tu sais, même si toi, tu dis que c'est pas du hockey, moi, c'était mon hockey. C'est mon hockey à moi. Puis tu sais, je remarquais, puis tu sais, ça, c'est mon expérience à moi. Quand je portais le C avec une équipe et quand je le portais pas, j'agissais différemment, mais je jouais différemment. Dans le sens que tu dis, Chris, genre, je suis capitaine, faut que je montre l'exemple, faut que je sois dans le tapis, tu sais, puis je le faisais même en temps normal. On dirait que quand tu portes le C, les gens te regardent plus avec une responsabilité, puis tu sais, pas que les autres te mettent la responsabilité ou te mettent la pression, toi, tu te mets cette pression-là. Tu sais, puis même si c'est du hockey social, quand tu le disais tantôt, porter le C, c'est significatif quand tu es quelqu'un de passionné, puis quand ça te tient à cœur. Oui, exactement. Puis tu sais, le C, c'est pas une récompense. C'est une responsabilité que tu as comme capitaine. Parce que, tu sais, c'est quand même gros. Le capitaine, souvent, il va donner le ton. Il va donner des consignes. Son attitude, son éthique de travail, sa façon de réagir face à l'adversité, le respect face aux adversaires, aux arbitres, aux coachs. Tu sais, c'est tout ça. Tu deviens comme la référence du vestiaire. Fait qu'il faut vraiment que tu donnes l'exemple en ce sens-là. Puis pour moi, l'attitude, l'éthique de travail et le respect que j'ai cité plus tôt, c'est vraiment important quand tu es capitaine. Pour moi, tu dois posséder ça pour être un bon capitaine. Tu dois être un rassembleur également. Ouais. Puis, si on parle de la Ligue nationale ou de la LHJMQ ou des ligues professionnelles ou même le élite, bref, tu es comme le pont. Tu es le pont entre les joueurs et les entraîneurs. Tu es capable de transmettre les messages du coach à tes coéquipiers, puis tu es capable de rester honnête avec tes coéquipiers, ce qui est très important. Tu dois être honnête et authentique. Ça, c'est primordial pour moi. Tu protèges ton équipe. Ouais. Tu ne te places jamais au-dessus d'elle. Tu es égal avec tout le monde, puis tu protèges ton équipe tout le temps. Puis, je le répète, un vrai bon capitaine, c'est un rassembleur. Kev, moi, ça c'est très, très, très important. Tu sais, quand ça va bien, là, tout le monde, hey, ça va bien, yeah, on est bon, mais tu sais, il faut que le capitaine, il calme ça un peu. Tu sais, que les gars restent humbles quand ça va très bien. Puis quand ça va moins mal, il faut que tu gardes le monde uni. Tu sais, parce que c'est facile, là, un qui part puis qui devient la pomme pourrite, il faut que tu fasses attention pour pas que ça arrive. Fait que, tant que possible, tu essaies de garder ton monde uni avec toi. Ça, c'est vraiment important. Oui, puis c'est important de mentionner aussi qu'un capitaine, un leader, il y a plusieurs facettes au leadership. Tu sais,
le show n'est pas encore sorti, on ne l'a pas encore annoncé. Fait que je ne parlais pas de quel invité nous a dit ça, mais il nous a parlé de Boone Jenner, qui c'était plus un leader par l'exemple. Fait que c'est important de mentionner qu'il y a plusieurs types de leaders, plusieurs types de capitaines. Tu as des leaders qui sont vocaux, tu as des leaders qui vont donner l'exemple. Il y a plusieurs types de leadership, puis je trouve que c'est le fun avec ça parce que c'est un terme qui est vaste. Il est vaste, puis souvent les gens vont se l'approprier, ils vont faire regarde. Pour moi, c'est ça la vision du leadership. Fait que c'est important de le souligner. Il y a plus. Au final, chaque personne a sa vérité, sa réalité. Fait que c'est important de le signer. Fait que si vous pensez que vous n'êtes pas un leader dans votre vie de tous les jours, vous l'êtes peut-être plus que vous pensez. Oui, exactement. Puis, je parle souvent de lettre de noblesse, le C pour capitaine, mais moi, je emploie souvent le C pour confiance. Ouais. Tu as la confiance de tes coéquipiers, tu as la confiance de ton entraîneur, tu te fais confiance. Ouais. Fait que le C, ça signifie capitaine, mais également confiance. Puis, porter cette lettre-là, sincèrement, c'est quelque chose. Tu deviens le visage d'une organisation. Puis, les partisans, le capitaine, souvent, il va être l'un des premiers critiqués dans certaines situations. Fait que c'est vraiment un boulot colossal, encore plus à Montréal. Parce qu'on le sait, à Montréal, les partisans sont très passionnés, puis on se retourne vers le gardien, vers le capitaine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais ça a l'air pas pire. Je branche mon ordi, ça fait partie de la réalité du direct. Mais, mais c'est ça. Fait que porter le C, là, en résumé, là, dès que tu l'as sur toi, là, chacun de tes gestes maintenant vont être décortiqués, puis tes paroles deviennent comme plus fortes. Ouais. C'est comme Nick Suzuki. Nick Suzuki, c'est pas le leader le plus vocal, mais Chris Kelly, par exemple, c'est une force silencieuse. Moi, je l'aime beaucoup comme leader. Puis, justement, quand il a été nommé capitaine, il y avait des gens qui le critiquaient. « ça devrait pas être lui. Il est trop jeune. » Mais honnêtement, là, c'est le gars qu'il fallait. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça que l'organisation attende de voir, mettons, où est-ce qu'un Caden Goulet va être dans quelques années, au moment où ils l'ont nommé capitaine. Mais non, vraiment, Nick Suzuki, c'était vraiment le bon choix. Puis, c'est le gars qui est capable de gérer avec la pression aussi. Quand tu es capitaine, tu n'as pas le choix de savoir gérer la pression, surtout dans un marché comme le Canadien de Montréal, où justement, tu l'as dit tantôt, tu es épié à la loupe, encore plus quand tu portes le C, encore plus quand tu portes le masque entre les deux poteaux. C'est des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Puis, ils affrontent les médias après chaque match, chaque matin, après chaque entraînement. Moi, il me fascine, les capitaines, Jeff. Encore plus le nôtre. Oui, effectivement. Tu remarqueras dans le hockey d'aujourd'hui, on va avoir tendance à choisir vraiment la bonne personne pour remplir le rôle de capitaine. Ouais. Alors que dans le passé, souvent, on voyait c'est le meilleur joueur de l'équipe qui porte le C. C'était comme ça dans mes années de hockey mineur. Le meilleur joueur, souvent, porte le C de capitaine. Mais ça peut être check. Boone Jenner, là, c'était pas le joueur le plus talentueux de Columbus, portait le C, puis on l'a vu, on le voit dans plusieurs équipes, Jordan Staal, un peu la même chose. Adam Laurie, qui est un esti de bon capitaine, puis je vais aller plus loin, à l'époque, ça doit être début des années 2000, les Foreurs de Val-d'Or, il y a un de mes bons chums qui est là, Fred Bédard, qui nous écoute. C'était pas le meilleur joueur, c'était un défenseur. Il était genre, je te dirais, 5e défenseur à sa dernière année de 20 ans. Mm-hmm. Puis ils ont fait des tests psychométriques pour décider qui allait être le capitaine. Puis c'est lui qui a gagné. Là, le coach était plus ou moins en harmonie avec ça parce que, c'est ton 4e, 5e défenseur, nanana. Ils ont refait un genre de vote, puis c'est encore Fred qui a gagné. Parce que Fred avait toutes les aptitudes pour être un bon capitaine. Et c'est lui qui a eu ce C-là. Puis les gars, là, c'est encore lycée qu'il soit 5e défenseur. Là. C'est le meilleur leader. C'est lui qui mérite le C. On va le suivre même s'il est 4e ou 5e défenseur. Fait que d'où l'importance de choisir la bonne personne dans un club qui peut te mener au next step. Oui. Fait que tout ça pour dire le C, c'est pas juste quelque chose pour la parure. C'est important encore plus. Au niveau professionnel, c'est toutes des décisions qui sont calculées, réfléchies, puis on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la chambre. Peut-être que certains individus vont apporter des intangibles que nous autres, on n'est pas au courant. T'sais. Je donne un autre exemple pour faire du millage de ce que tu as dit. Derek McKenzie avait été nommé capitaine, je pense, c'était des Panthers de la Floride
avant que ce soit Barkov. Tu sais, ça a été un capitaine pendant un an ou deux. Tu sais, c'est encore vague dans ma tête. Là. Un capitaine de transition. Fait que ce gars-là, même si c'est un joueur de quatrième ligne, il va apporter des intangibles que nous autres, on n'était pas au courant. Tu comprends? C'est important de voir le big picture et de garder l'esprit ouvert, même si c'est des joueurs qui ont un rôle secondaire. Un asti de bon point, Kev. Puis là, on parle de leadership, de capitaine. Bon, on va rentrer une Top Gun, une asti de leaders pour le segment Phoenix 360. Vicky Girard. Bonjour, messieurs! Salut, En forme, comment ça va? Vic? Ben, je pense que oui. En pleine forme. Et vous? Oui. Ben, Moi- non, pas tant pour être franc. C'était une difficile journée. On en parlait avant de rentrer en ondes. Ouais. Mais je suis là. Mais le show me rend du sharp. Parce que, toi, Jeff, comment ça va? Moi, top shape, me suis levé de bonne humeur. Puis pendant ma journée, j'écrivais dans ma tête ce que j'allais dire au micro aujourd'hui. Mon show était prêt dans ma tête. Moi. Bon. Écoute, fait que finalement, c'est une bonne journée. C'est une très bonne journée. Puis là, Bon. pour nous amener dans le vif du sujet, là, me permettez-vous de déposer une petite anecdote concernant le facteur clutch qu'on va parler dans quelques secondes? Évidemment. Bon, j'ai eu un débat en 2018 avec un de mes amis, que je nommerai pas, concernant le facteur clutch, mais on parlait des joueurs de baseball qui se présentaient au bâton puis qui frappaient un coup clutch dans un match serré, dans un match où c'était important de gagner. Il arrive à la plaque, frappe une longue balle, nanana, il est clutch, puis tout ça. Puis mon chum me disait, c'est de la chance, ça n'existe pas le facteur clutch. Il m'a sorti une liste, ça de longue, de statistiques avancées, tout ça, essayant de démontrer son point. Mais d'un autre côté, il me dit qu'un joueur, ça peut arriver qu'il choke. Je m'excuse, mais c'est comme un peu la même affaire qui se passe dans le cerveau, mais à l'inverse, selon moi. Hein, Vicky, est-ce que je me trompe en disant que choquer et être clutch, c'est comme l'opposé l'un de l'autre? C'est un. Imagine un compte. Ben, en fait, c'est pas un continuum. Imagine juste une ligne que chacun est à chaque extrémité. OK? OK. Est-ce qu'on est prêt pour une explication, messieurs? Toujours prêt. Oui. D'accord. Mettons, là, quand on part, là, pour que quelqu'un soit clutch ou que quelqu'un choke, ultimement, c'est la même chose qui se produit à l'intérieur du corps. Puis qu'est-ce qui va venir jouer? C'est la capacité d'attention. OK? Fait qu'on garde ça en tête, on y va pour une explication super simple, mais au moins qu'on va venir comprendre. OK? À la base, là, OK, le même mécanisme, là, c'est pareil pour tout. OK? On se souvient, dans les derniers épisodes, à un moment donné, j'avais mentionné le système nerveux sympathique. Est-ce que vous Ouais. en souvenez? Ben oui. Bon, parfait. Fait que le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux, en fait, qui va venir s'activer quand on a une réponse de stress. Fait que ça fait en sorte, ben, on a du cortisol, on a de l'adrénaline qui va être sécrétée. Jusque-là, ça va? Oui. Ça va. OK, parfait. La différence entre le clutch et quelqu'un qui va venir choquer, ça va être vraiment par rapport à qu'est-ce que le cerveau va faire de cette activation-là. OK? Parce que pour juste venir parler de qu'est-ce que toi, Jeff, te dit, la science a démontré avec de l'IRMF. OK? Est-ce que vous savez c'est quoi de l'IRMF? Non. Bon, c'est un gros mot, OK? C'est un acronyme qui veut juste dire imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. OK? Makes sense. En français, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient mesurer le cerveau et là, c'est très, très simplifié, mais on va venir mesurer, dans le fond, dans le cerveau, la quantité de sang dans certaines régions cérébrales. Et plus qu'une quantité de sang dans une région cérébrale, mais plus que cette région-là, elle est comme vraiment utilisée. OK? On garde ça en tête. Dans un contexte que la personne va venir clutch, fait que va vraiment être comme on point, il y a son cortex préfrontal. Fait que là, je sais qu'il y en a que je vais en perdre. Là. Accrochez-vous, OK? Je vous promets, on va tout vulgariser ça. Le front, OK? Il y a une section dans le front, une section cérébrale qui s'appelle le cortex préfrontal. Et ça, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un qui vient clutch? C'est qu'il est très, très silencieux. Pourquoi est-ce qu'il est très, très silencieux? Parce que l'amygdale, lui aussi, il est silencieux. Et l'amygdale, c'est pas celle dans le fond de la gorge, OK? Il y a une autre région cérébrale qui s'appelle l'amygdale. Et ça, c'est le siège des émotions. Okay? Donc, quand on a peur, quand on est paniqué, peu importe, l'amygdale s'active. Mais quand quelqu'un va venir clutch, quand on regarde le cerveau, on vient mesurer tout ça, on dit qu'il n'y a pas de bruit dans le cerveau. Pourquoi? Parce que la personne, elle a tellement répété ses automatismes qu'automatiquement, dans une situation, que ce soit, par exemple, Marie-Philippe Poulain, là, qui est comme tout le temps Captain Clutch, genre tout le temps vraiment intense, bien, cette personne-là, elle va être focusée son attention sur les automatismes. Fait qu'est-ce que ça fait? Le cerveau, il se calme
et ça fait en sorte qu'elle est capable de venir vraiment peser sur le bouton au bon endroit. OK? Pour quelqu'un qui va venir choquer, évidemment, il y a une théorie aussi qui existe qui va venir expliquer ça. OK? Je me suis écrite ici parce que je ne voulais pas évidemment bafouiller puis dire n'importe quoi. C'est une théorie qui date de 1983 qui s'appelle la théorie du monitoring explicite. OK? Gros mot. OK? On a pas mal en tête encore, là, ça va? Ça s'en vient, mais je vais te laisser continuer. Prenez une gorgée, ça va bien aller. OK? Ce que ça veut dire, en autres mots, là, ça veut dire que l'attention qu'un athlète va avoir, au lieu que ce soit sur sa performance, ça va être tourné vers l'intérieur. Fait qu'il va venir se mettre à analyser, bon là, les pensées négatives que j'ai, puis là, c'est quoi qui va se passer, puis là, oh my God, oh my God, oh my God. Fait que, tu sais, tantôt, j'ai parlé du cortex préfrontal. OK? Ça, là, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça, ce que ça fait, c'est tout ce qui est le côté rationnel, la logique, la prise de décision, des choses comme ça. De façon générale, pour une personne qui va être calme, le cortex préfrontal, il va être capable de venir travailler bien normalement. Quand on est stressé, c'est l'autre, là, l'amygdale que je parlais tantôt. C'est lui qui s'active. Fait que pour un athlète qui va venir choquer, l'amygdale embarque et le cortex préfrontal, dans le front, il n'est pas capable de dire « Hey, calme donc tes nerfs, on est correct. » Fait que ça fait en sorte que la logique, fait que le rôle du cortex préfrontal ne se fait pas. Et ce que ça fait, les émotions prennent le dessus, la personne choke. Okay? C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est vraiment juste par rapport à une capacité d'attention de comment faire pour venir cibler à quel endroit est-ce que moi, je veux que mon attention soit. Est-ce qu'elle va être à l'intérieur de moi? Parce que ça fait, c'est comme si on avait une loupe. Tu sais, vous avez déjà pris une loupe, là, enfant, là, puis la mettre, mettons, le ray de lumière dessus. Ça peut venir brûler, hein, si c'est vraiment comme ciblé. Mais imagine que vous avez une loupe, mais la loupe, elle est sur vous. Vous êtes tout le temps en train d'analyser, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, blablabla. Okay? Bien, ça fait en sorte que on n'est pas ciblé à l'extérieur sur notre performance. Donc, soit qu'on vient clutch ou on vient choquer. Tu vois, j'ai compris. Moi, je pense que lui qui est clutch, il est dans le moment présent. Puis lui qui n'est pas clutch, il pense au futur pour aux résultats potentiels que ça pourrait avoir ou ne pas être, genre. Il peut se projeter dans le futur, mais ça peut aussi être par rapport à lui, par rapport à ses habiletés. Fait que ça va aussi être une question de confiance. À quel point... Tu sais, la confiance, c'est des maths, là. Puis ça peut être un sujet d'un autre moment, mais la confiance, c'est vraiment une question de probabilité. OK? Puis là, ça a l'air un peu bizarre dit de même, mais c'est vraiment juste des maths. À quel point... C'est quoi les odds que telle habileté s'active dans tel contexte? C'est littéralement ça. Fait que si tu as répété ton automatisme encore et encore et encore et encore, puis que, en fait, pour utiliser le mot automatisme, ça veut dire que tu n'as même plus besoin d'y penser, ton cerveau, il est good, il n'y a pas de bruit, là. Fait qu'il va venir le faire. Fait que ce soit, par exemple, sur un lancer frappé que tu dois mettre en supériorité numérique, ben, tu vas venir le pogner de la ligne bleue parce que tu l'as fait 23 millions de fois en pratique. C'est un automatisme. Fait que ça peut être une appréhension, donc on va venir craindre un peu les répercussions du futur de qu'est-ce qu'il peut avoir, ou ça peut être par rapport à tes propres habiletés à toi. Fait que, Kev, je ne sais pas si tu te souviens, Kobe, il y a une phrase qui disait « Je me fais pas confiance, je fais confiance à ma préparation. » Ouais. Tu sais, il disait qu'il demandait jamais à lui-même de faire quelque chose qu'il n'avait pas déjà pratiqué au moins 1000 fois. Fait que, tu sais, il arrivait en situation de match, puis c'était de la petite bière, là. Mais c'est pour ça, c'est que tu veux pratiquer de la manière que tu vas venir performer. Ouais. Ben oui. Fait que ta pratique, elle sert à ça, à faire en sorte que tu sois capable de show up au meilleur de tes capacités au moment venu, puis pas devenir choqué. Fait que c'est là qu'elle s'explique cette petite différence-là. Si tu te sens pas bien de prendre un tir, peu importe dans la position que tu es, c'est pas parce que là, il y a un facteur externe que la glace est trop molle ou parce qu'il y a des gens qui crient dans les gradins ou whatever. C'est parce que toi, en ce moment, tu doutes de ton habileté à le faire. Va juste stacker tes reps. Retourne en pratique, puis fais-le jusqu'à temps que tu sois capable de faire les yeux fermés de dos dans le noir, là, quasiment. Là, fait que c'est vraiment juste ce petit principe-là. Ça se peut-tu qu'il y ait le facteur... Pas chance, là, mais ça se peut-tu que ce soit circonstanciel? Tu sais, dans le sens, je te donne un exemple, Jeff, le Justin Williams, il arrivait tout le temps en match-up, puis il était tout le temps Monsieur Game 7 dans le moment important, il était tout le temps en clutch. Tu sais, c'est-tu vraiment parce que le gars, c'était quelqu'un qui était comme... C'était quelque chose qu'il avait répété toute sa vie, quelqu'un qui était en confiance, ou c'était peut-être le facteur chance? Tu sais, il y a tellement des choses qu'on... Tu sais, c'est des choses qu'on peut pas tout le temps contrôler non plus, là. Ouais. Pour avoir une bonne performance, c'est qu'il faut que tu aies une bonne conscience de toi, de savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais. Puis il faut que tu aies une bonne gestion de la pression, gestion du stress. Quand que ces deux choses-là sont maîtrisées, la chance, selon moi, elle n'existe pas.
Il y a des personnes comme ça qui naturellement sont capables de show up puis de juste faire la job quand c'est le temps de le faire. Puis qui ne vont pas craquer sous pression parce que eux, leur capacité à venir gérer les différentes causes du stress, c'est tellement bien maîtrisé. Puis encore une fois, ils ont tellement stacké que ça devient juste une seconde nature pour eux. Peu importe le contexte. Tu vas t'exposer à... Imagine là, que, je sais pas, les boys, vous allez faire une conférence au Centre Bell. Okay? Un podcast au Centre Bell. Votre première fois, là, à quel point vous allez être stressé? C'est sûr. On voit. Oui. Ça dépend du nombre de personnes d'un gradin. Imagine, là, c'est autant rempli qu'une game CH en série. Là. Okay? C'est rempli à craquer. Là. Vous allez être vraiment très, très stressé. Là. Mais imagine que tu fais 2 conférences, mettons, par jour, 365 jours par année. Tu vas l'avoir pratiqué, là. Ouais. Fait que le stress, il va être encore là. C'est pas quelque chose qu'on fait disparaître, mais c'est quelque chose que tu es capable de venir maîtriser. Ouais, puis. Simple comme ça. Ouais, je pense que les situations sont stressantes, mais il faut comprendre qu'elles ne sont pas dangereuses. Ça se peut-tu, Vic? Mais oui, à 100 000 %. Puis si l'athlète va venir penser que la situation elle est dangereuse, mais c'est juste son ego, ultimement. Elle est dangereuse pourquoi? Pour que tu te fasses bencher, que tu te fasses échanger, que tu vas avoir des insultes. Ces insultes-là, si tu les crois, ben c'est sûr que ça va venir t'atteindre. Fait que si tu vas penser que c'est dangereux. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment par rapport à l'attention de la personne, où est-ce que ça va être mis, puis pour faire en sorte de faire éteindre un peu le bruit dans la tête, là, les pensées catastrophiques là, de qu'est-ce qui va se produire, c'est juste la répétition. C'est que ça. C'est pas sorcier, c'est des maths. Il faut juste que tu stackes tes reps. Puis après ça, le moment venu, ben c'est pas un concours de circonstances. Tu l'as fait 1000 fois. Fait que c'est comme si tu allais le faire la 1001e fois, le moment venu. Fait que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que, mettons, pour les joueurs de hockey qui nous écoutent, peu importe en fait c'est quoi ta discipline, c'est important de pratiquer. Il faut prendre ça au sérieux autant qu'un match. C'est ça le message global, là, au fond. Là. Oui, parce que le but, c'est pas de réussir la manœuvre, c'est de ne pas l'échouer. Tu comprends-tu? De pas. Fait que tu sais, quand mettons, là, tu disais, moi, je vais me craquer un snapshot de la ligne bleue, tu te le crains finalement. Oui, tu es capable de le faire, tu as la preuve que tu es capable de le faire, mais là, maintenant, c'est qu'à chaque fois, tu es supposé le faire. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut tellement que tu puisses être capable de stacker tes reps pour qu'à l'instant que la puck arrive sur ta palette, tu te crains ça, puis tu n'as aucun doute que ça lève direct, puis c'est puissant. Ouais, puis je comprends, puis je me questionne parce que je me demande s'il y a un facteur intimidation qui rentre en ligne de compte, puis je m'explique. Je coachais à l'époque, j'ai coaché un petit gars pendant 4 ans. Fredo, c'était mon lanceur numéro 1. Puis je l'amenais sa butte à la dernière manche, puis il venait closer le match. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ça, c'est 9 pitches pour 3 retraits. Le petit gars était très anxieux, ce petit bonhomme-là que j'aime. Mais quand il arrivait à sa butte, on dirait que son anxiété, je sais pas si ça se dissipait, mais il devenait qu'une prestance incroyable. Puis tout le monde au bâton, ah non, c'est Fredo, on est fait, c'est fini. Tu comprends-tu? L'adversaire t'es intimidé par le lanceur, là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est intimidant quelqu'un qui a confiance. Ouais, exact. Tu sais, mettons, là, quel est le joueur que vous seriez genre fan fini, là, Star Trek, là, genre vous le voyez, vous faire comme oh my god, genre tu perds tes moyens, là. LeBron James. Ce serait qui? Alex Ovechkin, LeBron James. C'est pas un joueur de hockey, mais LeBron James, j'ai pas le choix de dire lui. Mais imagine que tu le rencontres, que tu lui serres la main, qu'est-ce qu'il dégage? C'est de la confiance. Tu veux-tu te pogner one-on-one contre LeBron James? Non. Non, mais tu vois, tu l'as jamais fait, puis déjà là, son influence, elle est ressentie sur toi. Ouais, exact. Oui. Il y a un impact. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a stacké ses reps, puis qu'il grind, puis que c'est pas de la chance pourquoi il est rendu là. Parce que depuis qu'il est tout petit, qu'il joue, puis qu'il a un ballon... Puis c'est la même affaire avec Ovi, c'est la même chose. Parce que ces gens-là, ils ont accompli des choses qui prouvent leur succès. Fait qu'une fois que tu es mis face à face, que tu es confronté à ces gens-là, bien, c'est sûr que en fait, tu peux avoir comme deux manières de venir réagir. Soit que tu peux être super motivé et te dire « Oh my God, c'est vraiment inspirant » ou que tu peux dire « Oh my God, ça y est, on part » si ton estime et ta confiance sont à terre. Ouais. Fait que c'est pour ça que toi, de venir en tant qu'athlète, de venir builder ta confiance, c'est comme si tu avais une armure après ça. Fait que peu importe le style d'athlète que tu vas avoir, ben, au moins, tu ne vas pas te dire en tête ben, « J'y arriverai pas ». Tu vas dire comme « Parfait, game on, que le meilleur gagne ». C'est aussi simple que ça.
Asti qu'on apprend des choses, Kev, avec Vicky Girard. Mais il y a un affaire, je retiens jamais les termes compliqués, mais je retiens la leçon par contre. On va vous le dire, je retiens la Hey, leçon. t'es pas obligé de retenir les termes compliqués. Je les donne juste vraiment pour l'explication. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que pour tous les athlètes de hockey qui écoutent en ce moment, c'est que des répétitions. Sors dehors, va pratiquer jusqu'à temps que tu sois vraiment comme plus capable, va dormir, recommence le lendemain. That's it. Ouais. Pratique jusqu'à temps que ta confiance soit dans le tapis, que ton attention soit là, puis qu'en game, tu puisses être clutch. Eat, sleep, hockey. Et voilà le message qu'on voulait livrer aujourd'hui avec Vicky Girard pour le segment Phoenix 360. Vic, ce fait encore très amusant, Amusant, oui. amusant, très amusant, puis on a appris beaucoup de choses. C'est une enseignante incroyable. Hey, ça a été amusant aussi pour moi, les boys. On se dit à la semaine prochaine. Yes, toujours un plaisir. À la prochaine, Bisous. messieurs. À la prochaine. Merci, Vicky. Bye bye. Salut. On est comme à l'école. C'est l'école à Vicky. On va l'appeler de même le segment l'école de Vicky. Mhm. Mais pour faire suite au show, pour mettre les gens en contexte, beaucoup de choses se sont passées dans l'actualité cette semaine. Nous avons perdu un géant du domaine culturel québécois et du monde du hockey. On va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de marques de respect à son endroit, même de la part des réseaux anglophones à travers le monde du hockey. Moi, ça m'a percuté autant que la nouvelle. Mais là, je vais pas le faire en piméton, mais je voulais qu'on jase de Marc Messier aujourd'hui. Ouais, je trouve ça important qu'on le fasse, Kev, parce que Marc Messier, pour moi, quand je pense à Marc Messier, je pense à Marc Gagnon. Ouais. Tu sais, aussitôt, là, mais Marc Messier, l'homme, l'acteur, c'est plus qu'un grand comédien. Moi, c'était mon comédien favori pendant plusieurs années. Mais tu sais, c'est un bâtisseur de la culture québécoise, sincèrement. Là. Il est là tellement depuis longtemps. Là. C'est un homme qui a consacré sa vie au peuple québécois, en quelque sorte. Ouais. Tu sais, le Québec a perdu un monument en Marc Messier. Ouais. Tu sais, puis ce que j'aime de cet homme-là, tu sais, on a entendu tellement de bien que lui, que c'est un gars d'équipe, il aimait enseigner à ses collègues acteurs, puis on sait qu'il faisait beaucoup d'improvisation, que ce soit avec les boys dans La Petite Vie, même dans Lancer Compte. Régent Tremblay en a parlé souvent, il y avait de l'improvisation de la part de Marc Messier. Mais les personnages qu'il incarnait, contrairement à lui, étaient souvent vraiment imparfaits, vrais, attachants. Tu sais, c'est un peu ça. Marc Gagnon, c'est un esti de vrai. Ouais. Tabarnak, il y avait des imperfections à améliorer, puis c'était le fun de le suivre là-dedans. Puis, tu sais, on parle souvent de Bob avec les boys, de Marc avec Brou, mais je le répète, moi, c'est Marc avec Lancer Compte qui m'a vraiment marqué. Je me souviens, dans la nouvelle génération, je ne sais plus quelle saison, il pète une coche à Suzy, jouée par Marina Orsini. Un asti de coche, là, parce qu'elle avait caché quelque chose au sujet de ses joueurs qui se droguaient, si ma mémoire est bonne. Puis, j'en reviens pas, là. C'est vrai, j'en avais des frissons, je capotais. Ouais. Puis souvent, je redéroulais la séquence pour écouter la coche qui a pété. Là. Fait que moi, c'est Marc Gagnon que je retiens. Ouais. Puis une chose que je veux souligner, puis c'est Régent Tremblay qui en a parlé. J'ai écouté une entrevue avec Régent Tremblay hier. Marc est né en 1947. Ouais. Il est décédé le 7 juillet, le 7e mois, puis il portait le numéro 7 dans Lancer Compte. Fait que, tu sais, il a fait un lien avec ça, puis je trouvais ça vraiment sharp que Régent Tremblay fasse ce lien-là. Oui, quand on dit que tout est dans tout, là, c'est fou. Tu sais, des fois, je crois rarement au hasard dans ces situations-là. Moi, je suis quand même quelqu'un de spirituel, pour être franc avec toi. Fait que je crois pas au hasard dans cette situation-là. Mais pour moi aussi, honnêtement, tu sais, c'est sûr on dirait que les gens, mettons, du domaine du hockey vont plus se rappeler peut-être de Marc Messier comme Bob dans les Boys, puis je comprends parce que la fucking citation de la dureté du mental qui a fait le tour du Québec pendant tellement d'années, puis même encore aujourd'hui, ça a été une citation marquante, désolé. Mais pour moi aussi, honnêtement, c'était Marc Gagnon parce que très jeune, j'écoutais Lancer Compte, tu sais, ma mère avait des coffrets de Lancer Compte en DVD, puis tout ça, puis je les ai tous réécoutés. Puis à un moment donné, ils les avaient sur l'hélico aussi, avec Vidéotron. Je les ai tous réécoutés, même les anciennes saisons. Fait que honnêtement, c'était vraiment
c'est un honneur de pouvoir suivre ses activités à Marc Messier. Puis, tu parlais de la scène avec Suzy Lambert, mais moi, une autre scène avec Suzy Lambert, c'était dans le film, parce qu'ils ont fait un film en 2010 sur Lancer Compte. Tu sais, quand justement, il y a une conversation avec Suzy Lambert, puis il dit Chris, mes joueurs sont morts, là, sont pas blessés, là, sont morts. Tu vois, l'émotion. Tu sais, sérieux, j'en ai. En tout cas, je sais pas si ça se voit, là. Poignet un frisson juste à en parler. Tu sais, à quel point c'était un bon vendeur, à quel point c'était authentique sa façon de performer à l'écran. Honnêtement, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. C'est un naturel, Marc Messier, puis on vient d'en perdre un grand. C'est triste, par exemple, ce qui s'est passé. T'sais, on l'a vu, il a fait plusieurs apparitions publiques dans les dernières années. Il avait l'air en santé, puis apparemment, il y a eu une maladie subite. T'sais. Ça s'est fait vraiment rapidement. Puis il y a beaucoup de gens, mettons, qui décèdent. Tu sais, souvent, quand quelqu'un décède, tu vas souvent retenir le positif. Ah, tout le monde l'aimait. Mais dans le cas de Marc Messier, c'est senti. Pas l'impression que les gens se forcent à dire des belles affaires. C'est quelqu'un qui faisait l'unanimité, même. C'est ça que je trouve inspirant pour vous de cet homme-là. Oui, absolument, Kev. On parle de 50 ans de métier. C'est une durée exceptionnelle dans ce domaine-là. Là. Il a traversé les époques, puis il a su rester pertinent. Il n'a jamais perdu son authenticité, il a toujours été pertinent. Ça démontre à quel point c'est un homme et un acteur de très grande qualité. C'est une grande et grosse perte. Puis on offre nos sympathies à la famille, aux amis, aux proches, puis à tout le Québec. T'as-tu vu le film Les Dangereux, Jeff? Non. Ah, c'est un désastre, ce film-là. Mais le seul point positif du film, c'est Marc Messier. Fait que quand tu réussis à être la seule affaire positive dans un film, c'est parce que tu fais une crise de bel job. Je tenais à le souligner. Ouais, je suis d'accord. Bon, on y va. Puis mettons le dossier Léo Carlson, Pat Verbeek. Hey, méchante bombe cette semaine dans la Ligue nationale. Les Flyers de Philadelphie ont offert une offre hostile de 18 millions de dollars par saison à Léo Carlson pendant 5 ans. Honnêtement, on dirait que je suis encore en train de processer ça. C'est comme, tu sais, puis je pense que tu m'as un peu ramené dans le sens que, tu sais, je trouve que c'est beaucoup d'argent dans le moment présent, mais peut-être que dans quelques années, avec le cap qui augmente, ça va être pas une aubaine, mais il va être justement payer. Puis, tu sais, les gens ils disent, ah, Léo Carlson, il a juste fait 67 points l'année passée, nanana. Il a carry les Ducks, man. C'est un joueur complet, c'est un joueur franchise, impliqué sur 200 pieds, c'est un jeune leader. Puis, honnêtement, quand la nouvelle est sortie, j'ai comme un petit groupe, parce que moi, depuis que je suis jeune, je suis un fan des Ducks d'Anaheim. De moins en moins, comme vous pouvez voir, là, je suis beaucoup plus un CH aujourd'hui. J'ai tout le temps suivi les activités des Ducks. J'ai comme un petit groupe Messenger avec des fans des Ducks au Québec. Puis souvent, on genre des dossiers qui se promènent. Puis évidemment, on a parlé de Leo Carlson. Puis il y avait une couple de gars qui disaient « Ouais, ben là, avec ça, je pense pas qu'il va être considéré pour le titre de capitaine de l'équipe. » Là, sur le coup, j'étais comme « Ouais, j'avoue que il ne mérite plus d'avoir le C. » Mais après ça, j'ai comme réfléchi, je suis comme « Pourquoi, dans le fond? » Ça y enlève pas sa valeur comme leader ou comme joueur de hockey, dans le sens qu'il y a eu des exemples par le passé là, de capitaines, de leaders qui ont eu des offres hostiles. Ils les ont signés, puis on ne leur a pas lancé des tomates ou on les a pas dénigrés sur leur leadership pour autant. Là. Pas plus tard qu'en 2010, je pense que c'était chez Weber, le contrat qu'il a reçu des Flyers, il a signé le contrat, puis au final, il n'y avait jamais personne qui disait que chez Weber, il ne méritait pas d'être capitaine, c'était un mauvais leader. Joe Sakic, dans le temps, il avait reçu une offre hostile, je pense que c'était des Rangers de New York. Exact. Puis au final, ces gars-là, c'est des leaders hors pair, ils ont mérité leur titre de capitaine. Fait que pour moi, malgré cette situation-là, je crois et je persiste à dire que ça va être Leo Carlson, le prochain capitaine des Ducks d'Anaheim. Surtout, moi, dans le temps, je pensais que ça allait être Mason McTavish, seulement dans le temps qu'il a été repêché. Mais là, oublie ça, il a été échangé. Puis avec tout ce qui est arrivé, on s'est bien rendu compte que ça n'allait pas être lui. Mais avec du recul, puis avec la nouvelle administration, je crois que ça va être Leo Carlson, malgré tout ce que les gens peuvent en dire. Oui, puis j'ai remarqué ça, Kev, il y a des gens qui vont critiquer le salaire de Léo Carlson. Avec raison, parce que 18 millions, c'est un contrat historique, c'est un contrat record. Il ne faut pas oublier une chose, la nouvelle Ligue nationale s'en va là. Je le sais que ça n'a aucun crise de bon sens. Là. Il y a au moins 10 centres qui sont meilleurs que Léo Carlson, peut-être en ce moment. Ouais, mais c'est une nouvelle. Oui, exactement. Mais ça reste une nouvelle réalité, puis il y a plusieurs joueurs qui vont s'en aller vers là. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas juste regarder la feuille de statistiques. Tu donnerais-tu 18 millions à Patrice Bergeron?
dans le hockey d'aujourd'hui, là, tu sais. Non, concrètement, non. Ben moi, oui, je donnerais. Fait que Ah, je me oui? dis, Bon. Léo Carlson, là, c'est le prototype de gros centre moderne. Il est grand, il est calme, il est intelligent, il n'a jamais de panique dans son jeu, protège le puck comme un vétéran. Il lit le jeu de façon style élite. Moi, je trouve qu'il y a un asti d'hockey sense incroyable. Toutes ses décisions, ils ont l'air faciles, Kev, c'est la patinoire. Là. Je le sais qu'il n'est pas flashy. Un peu comme Suzuki, il n'est pas flashy, là, mais il contrôle le rythme d'une game avec son cerveau. Ça, c'est des choses peut-être qu'on ne voit pas. Puis tu l'as mentionné tantôt, il est solide dans les 3 zones également. Peut marquer des buts. Moi, je suis convaincu que c'est lui qui va être le visage de la concession des Ducks. Ouais. Puis je pense qu'il va pouvoir y aller à son 80, 90 points, son 100 points, y aller un peu step by step, un peu comme Nick Suzuki. Fait que 18 millions, Léo Carlson, c'est de l'argent en tabarnak. Mais Léo Carlson, il est bon en tabarnak, puis il est vraiment meilleur que qu'est-ce qu'on peut penser en ziotant seulement son nombre de points. Ouais, puis moi, c'est drôle, hein? On en parlait hier. Moi, je trouve que c'est un hybride de comme Barkov, Kopitar, puis Nico Hischier. Il y a un peu des trois, je trouve. Fait que tu retrouves un petit peu Absolument. Tout, à sa façon. Ça reste quand même Léo Carlson. Mais ouais, c'est un joueur de hockey phénoménal. Puis ça me titille la façon que Pat Verbeek a géré ça. Tu sais, Verbeek, souvent, il va contrôler ce qu'il dit aux médias. Apparemment, les Ducks auraient offert au courant de la saison un pack de 9,5 millions par année pendant 8 ans à Carlson. Il y avait une couple de petits détails à finaliser. Apparemment, ça aurait pu être fait, mais ça ne s'est pas concrétisé. Verbeek n'aime pas ça de régler ses dossiers en cours de saison. Je le comprends, mais tu vois où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Tu sais, souvent, il va gratter pour des scènes. Ça me fatigue, là. Ça me fatigue. C'est ton meilleur joueur, c'est ton joueur franchise. Yeah, il veut entre 12 et 15 millions. Ben, c'est plate, mais c'est pas tous des joueurs puis des cultures comme le Canadien de Montréal. Là. Dans la réalité d'aujourd'hui, tu n'as pas le choix de signer ces joueurs-là à un range de salaire dans ces eaux-là. Et s'il avait été à son affaire, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ben là, non, vas-y. Ça le met dans le caca pour signer Cotter Gauthier. Là, il y a d'argent. Il reste 10 millions pour signer Cotter Gauthier. Puis là, avec ce que Gauthier vient de voir dans le dossier de Léo Carlson, tu penses qu'il va vouloir en bas de 15? Mais ça, là. Fait que moi, si j'étais les Samueli, qui sont les propriétaires des Ducks, là, je le mettrais dehors, mais ça n'arrivera pas. Ils ont même dit, au contraire, on est content que Pat ait gardé de l'argent tout au long de la saison. Il a été prudent au cas où que ce genre de situation-là arrive. Moi, sérieux, je suis... Ouais, mais ils vont backer Verbeek, mais Verbeek, est-ce qu'il fait un bon boulot? Nous autres, de ce qu'on voit, on peut répondre non. Tu sais, la gestion du dossier Carlson, le dossier Trevor Zegras, McTavish, les négos qui sont souvent trop longues, les changements d'entraîneur à répétition. Tu sais, on peut en nommer. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a drafté Léo Carlson au 2e rang, mais ça, c'est ses scouts qui rapportent. Parce que, tu sais, c'est pas le GM qui scout, là. Ouais, non, il y a des scouts, c'est les scouts qui lui rapportent. Hey, c'est Léo Carlson qu'on prend. Fait que lui, il fait juste nommer son nom, si on veut. Le gros coup de circuit qu'il a cogné, c'est Cotter Gauthier. Oui, that's it. Parce que le reste, là, je pense que je peux calculer sur une main le nombre de victoires qu'il y a eu dans les décisions qu'il a prises. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il a offert plein de mauvais contrats, dont, tu sais, puis je les adore, ces joueurs-là. C'est des gars qui travaillent, c'est des compétiteurs très honnêtes. Des Killorn, Goudis, Vatrano. Tu sais, oui, c'est des bons joueurs de hockey, mais ils les ont overpaid pour les amener en Anaheim. Puis aujourd'hui, c'est rendu des mauvais contrats, tu sais. Mais je comprends l'affaire de, tu sais, c'est des vétérans. Tu as besoin d'entourer tes jeunes de vétérans. Mais tu sais, aujourd'hui, ça te coûte cher parce qu'il te manque d'argent pour signer Cotter Gauthier, tu sais. Ça a été beaucoup de mauvaise gestion. Puis peut-être que, tu sais, c'est sûr que c'est lui qui va prendre la responsabilité, c'est lui le boss. Mais peut-être qu'il était mal entouré aussi. Tu sais, il n'y avait peut-être pas des bons conseillers. Il y a plein de des choses qu'on ne sait pas au final, mais moi, personnellement, mettons d'un point de vue extérieur, d'un point de vue amateur, je pense que ça commencerait à se diriger vers la porte de sortie pour moi. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Kev. Pat Verbeek, je ne suis pas fan, mais ouais, on n'est pas au courant de vraiment son boulot à l'intérieur des murs, mais de notre vision à nous, ça ne nous satisfait pas. On va le dire de même, Kev. Il n'y avait pas le choix de garder Léo Carlson. Il y a des rumeurs qui disaient comme il est en train d'analyser ce qu'il pourrait faire avec ses 4 choix de première ronde. Puis
Non, regarde, laisse faire ça. Là, garde les Leo Carlson, puis tu répareras les pots cassés plus tard. Là, puis là il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de bouger pour aller signer Cutter Gauthier. Puis, au final, je pense que c'est la pire off-season que j'ai vue pour une équipe de la Ligue nationale depuis très longtemps. Là. Je pense que j'ai jamais vu ça. Il a perdu ses 3 meilleurs défenseurs droitiers. Il a échangé Olin Zellweger. Non, il n'a pas donné McTavish. Il a eu un bon retour. Fait, il y a plein d'affaires qui fait que je suis comme Chris. À moins qu'il y ait le gars, il y a un plan dans sa tête. Il parle souvent à Montréal du fameux plan. Là. Lui, j'ai de la misère à catcher son plan. Ouais, mais le plan à Montréal, il est très limpide. Là. Mais du côté des Ducks, en ce moment, c'est un peu tout croche. Puis l'équipe, elle a eu une belle saison. Dans les circonstances, je trouve ça un peu particulier, la gestion de Pat Verbeek. Ben, tu sais, les Ducks, je pense qu'ils étaient en avance sur les Sharks là, depuis 1 an. Là, c'est fini. Les Sharks, ben oui, oublie ça. Ils s'en vont vers le haut, puis les Ducks vont aller vers le bas. C'est ça qui va arriver. C'est triste, mais bon. Ça fait partie de la game, mon Jeff. La dernière minute de jeu à faire en cette 3e période. Oui, on ne l'a pas annoncé encore sur nos réseaux sociaux, mais on a déjà un prochain invité pour vous. Le show est déjà tapé depuis lundi. C'était vraiment une entrevue intéressante, et on a hâte de vous la présenter, guys. Ben oui, hein? C'est Félix Bibeau! Yes. Qui a joué avec les Huskies, qui a joué avec les Remparts, était capitaine-là de façon assez brève. Après ça, avec les Saguenay-Chicoutimi. Maintenant, assistant-entraîneur des Sags. Asti, ça a été le fun, cette entrevue-là. J'ai hâte de vous la présenter. Des pas pires anecdotes, dont une sur Raphaël Harvey-Pinard. Ouais, non, sérieux, ça va être vraiment intéressant de présenter ça. Puis ici, il ne faut pas oublier de mentionner, il est jeune. Il est vraiment jeune, mais ce gars-là, il dégage une maturité là, que ça ne s'invente pas. Là. Tu peux pas... c'est inné en lui, d'après moi. Là. Un bon leader, ce jeune Félix. Un excellent leader, Kev. J'ai hâte qu'on vous présente ça. Chères meneuses et chers meneurs. Kev, ce fut un honneur. Merci à Vicky qui n'est plus dans le studio. Je me suis encore une fois amusé, puis j'ai quasiment fini ma bière. Il me reste une gorgée. Je te laisse le mot de la fin. Je l'ai fini. En tout cas, bref, ça fait du bien de taper le soir, je vais le dire comme ça. Là. Tu sais, justement, c'est ben beau le café, mais j'avais hâte d'en boire une avec toi. N'oubliez pas de nous suivre sur les nombreux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo. Pour voir les shows complets en présent, voir nos faces sur YouTube, puis en version audio, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Merci de nous envoyer de l'amour. Je pense que Jeff et moi, on se pince à chaque fois. On fait comme Chris, on aime ça, faire ça. On capote. Nos abonnés augmentent, la visibilité augmente. On se pince encore. Puis on vous remerciera jamais assez d'être là pour nous. Vous envoyez beaucoup d'amour. J'espère qu'on vous le rend, guys. T'as tout dit, Kev. T'as tout dit. Idem. Okay. Peace. Peace. C'est la fin de